Bonjour tout le monde. Il y en a encore qui arrivent. Bon, le temps qu'on fasse les présentations, on pourra commencer avec tout le monde. Donc, nous allons faire aujourd'hui une conférence commune avec McCann Agency et Opsomai sur les médiathèques en ligne et plus précisément sur l'optique de diffuser les médias à partir de la médiathèque. Et donc, on prendra l'exemple évidemment du Video Center qui est géré par McCann pour la société Engie. Video Center, c'est-à-dire vidéothèque, et la Web TV associée à ce Video Center. Donc, je suis avec Aurélie Marais de McCann Agency qui gère le Video Center, donc la vidéothèque d'Engie au sein de McCann Agency. Et moi-même, je suis le fondateur de la société Opsomai qui a fourni le logiciel Opsys Media qui anime cette vidéothèque. Ah, il y en a encore qui arrivent. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu la société Opsomai et son offre logicielle. Et ensuite, nous parlerons en détail de la vidéothèque, le Video Center d'Engie. Donc, Opsomai, c'est une société française qui vient de fêter ses 15 ans. Nous sommes 14 personnes. Nous sommes éditeurs du logiciel de médiathèque Opsys Media. On dit aussi Media Asset Management, ça dépend des domaines. Donc, notre logiciel gère l'ensemble des médias des entreprises, ainsi que d'ailleurs les médias des archives audiovisuelles. On a des clients, comme on le verra, aussi dans le monde audiovisuel. On a deux types d'offres, soit intégrées chez le client, donc sur ses propres serveurs, soit hébergées dans notre centre d'hébergement, sachant qu'aujourd'hui, pour le public d'entreprise, de direction de la communication, on est à 95% sur des solutions hébergées, mais à la demande des clients. En revanche, dans le monde de l'audiovisuel, on est généralement chez des solutions chez le client parce que c'est leur cœur de métier, qu'ils ont des équipes techniques qui sont à même de gérer des stockages médias. Aujourd'hui, en termes d'hébergement, on est à peu près à 600 téraoctets de médias qui sont hébergés dans nos deux data centers, avec beaucoup de vidéos. Évidemment, sur les 600 téraoctets, il doit y en avoir 90% qui sont représentés par la vidéo, parce que c'est gros, c'est lourd, mais on a quand même aujourd'hui 500 000 photos. Nous venons du monde de la vidéo, mais on développe de plus en plus des médiathèques transverses, vidéo, photos, voire documents print. Plus de 35 clients actifs aujourd'hui, on verra un petit peu un panorama. Et pour donner un peu une idée de chiffres, nous diffusons chaque jour 1500 heures de vidéos, donc en streaming, suivant différents protocoles, différents débits, et sur différents types d'équipements. Et nous livrons annuellement 2500 heures de vidéos en qualité professionnelle. Ça va pour les entreprises, pour faire des montages, pour faire des montages à base d'archives, mais ça va aussi à la vente à la télévision de Hong Kong de toute une saison dont on n'est pas que des cobayes, dans un format de diffusion, hein, puisqu'on travaille dans les deux mondes. Donc, en quelques mots, nos clients, alors on n'a pas tous les clients, mais ça donne un peu un panorama, c'est-à-dire on voit qu'il y a des grandes entreprises comme Engie, Eiffage, Colas, Bouygues, plutôt institutionnel comme Universcience, CNRS, CNES, avec souvent, dans ce cas-là, autant dans le monde de l'entreprise, on va être plutôt sur de la diffusion de type intranet, avec de la diffusion en communication externe, mais relativement contrôlée. Autant sur du CNES ou de la CNRS, on va être plutôt sur de la vidéothèque publique, hein, vidéothèque.cnrs.fr, vidéothèque.cnes.fr. C'est des sites publics avec toutes leurs vidéos mises à disposition du public, IRD identique d'ailleurs. Et puis, on va retrouver des clients dans le monde des archives audiovisuelles. On voit l'INA, Gaumont-Pathé Archives, l'Atelier des archives. Pareil, des archives audiovisuelles à l'international, le Cap-Vert, le Vietnam, le monde de la production avec des gens comme le Jour du Seigneur, et puis des médiathèques avec le Musée de l'Homme récemment. Si vous allez au Musée de l'Homme, il y a un centre de consultation de leurs archives audiovisuelles et photographiques qui a été mis en place par Opsomai il y a 6 mois. C'est la même chose à la BPI à Beaubourg, par exemple. Voilà. Donc c'est un panorama assez hétérogène de clients, mais fondamentalement, on a une partie audiovisuel et la grande majorité de nos clients qui sont plutôt entreprises institutionnelles. Alors, notre logiciel s'appelle Opsys Media.
pour les hellénistes, opsomai, ça veut dire je verrai, opsis, ça veut dire c'est la vision en grec ancien, d'où la racine commune. Donc Opsis Media V3, c'est la nouvelle version de notre logiciel qu'on a annoncé à Documation l'année dernière. Comme toujours chez les éditeurs de logiciels, quand on annonce quelque chose, ça marche, mais c'est pas complètement fini. Donc on est toujours sur Opsis Media V3 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a rajouté entre-temps? Petit à petit, on intègre l'ensemble des fonctionnalités du logiciel au sein d'une interface commune et qui soit pensée de façon homogène. Donc aujourd'hui, on rajoute une nouvelle page d'accueil éditorialisable avec les dossiers thématiques, les programmes à la une, et des choses comme ça. Chose très importante, une navigation thématique par facette. On a vu dans les entreprises les plans de classement, c'est très souvent demandé, mais les plans de classement, c'était les bons vieux plans de classement comme on le faisait avant, qui étaient statiques, qui permettaient de naviguer, mais qui n'étaient pas croisés avec la recherche. Donc là, on a des plans de classement qui sont des facettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une recherche, j'ai toujours mon plan de classement qui me dit que par rapport à ma recherche, mon plan de classement s'applique et va me permettre de trouver, quand je cherche Afrique, qu'est-ce qui parle de conditions de la femme en Afrique, par exemple. Donc je croise les recherches full text et le plan de classement. Tout ce qui est export et impression multiformat, tout ce qui est planche contact, paramétrable. Et puis, chose très importante, le responsive design, donc le fait d'avoir une interface qui puisse s'adapter à tous les types d'équipements, tablettes et smartphones. Et enfin, la gestion du format Photoro, qui est une chose assez importante pour les photothèques. Il faut savoir que l'interface dont je parle, qui est en démonstration sur notre site et qui est en démonstration aussi sur Internet, c'est une interface standard que nous proposons à nos clients, qui peut être bien sûr personnalisée. C'est du full web, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais en termes de back-office ou de système interne, on a une solution qui peut être mise en place très rapidement, en changeant les couleurs, la charte graphique bien sûr, mais ça c'est du web, ça va très vite. Et donc on peut avoir une mise en œuvre très rapide avec l'ensemble des fonctionnalités. C'est pour ça qu'on part sur l'idée d'un produit standard. Donc là, on voit quelques copies d'écran parce que je ne me suis pas lancé dans une démonstration live. Donc, on va retrouver cette page d'accueil éditorialisable avec les programmes à la une. C'est le truc qui se fait beaucoup maintenant, tout en images. Je vais défiler avec les images qui s'adaptent à la taille de l'écran. La navigation thématique dès la page d'accueil avec mes dossiers qui sont alimentés automatiquement. Dès que j'associe un thème à un programme, il passe dans le dossier. Ça, c'est l'interface standard. Donc, on va avoir une interface de type mosaïque, mais qui peut être en liste, bien sûr, avec ici, justement, mes facettes thématiques. Donc, on voit toute cette recherche, ce plan de classement hiérarchique avec en face le nombre de résultats. Quelle que soit la requête full text que j'ai déjà faite, on va me donner le nombre de résultats par thème et la possibilité de filtrer sur ces thèmes, avec un fil d'Ariane qui va me permettre toujours de revenir en arrière. Et puis, pour chaque document, dès que je clique dessus, un accès en preview avec le titre, le résumé, le visionnage ou l'image, bien entendu, de façon à rester sur un même écran pour avoir toute l'information. Bien entendu, si je veux aller sur la fiche documentaire, je peux y aller et là, j'aurai plus d'informations. Mais l'idée est d'avoir une présentation synthétique avec, on le voit ici, le panier. Le principe étant qu'à chaque instant, je prends un document, je le glisse vers mon panier et je constitue ma sélection. On appelle panier, mais ça pourrait être folio, sélection, c'est multi-panier, bien sûr. Donc, c'est de façon à pouvoir faire des sélections très rapidement. Les exports, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on voit ici en standard des exports XML, Excel et surtout des planches contact, alors avec des formats prédéfinis et puis la possibilité de faire carrément ma planche contact où je vais choisir le nombre de photos par ligne, la taille des photos et les champs que j'affiche. Et donc à ce moment-là, je fais télécharger et je récupère tout de suite ma planche contact qui correspond à ma sélection. Voilà. Envoyé par mail ou imprimé ou ce qu'on veut. Voilà. La partie responsive design, donc là, la même chose sur un iPhone. Donc on retrouve ma page d'accueil qui se retaille automatiquement. Alors comme toujours dans ce genre d'interface, les menus ils se sont repliés pour ne pas prendre trop de place, mais je peux les déplier. On va retrouver ça, mes petits dossiers de la page d'accueil. Et puis quand je vais sur la page principale, alors évidemment, j'ai plus que 2 éléments par ligne, mais j'ai l'ensemble des fonctionnalités. Je vais pouvoir défiler, j'ai tous mes menus ici. Ici, j'ai les menus qu'on avait tout à l'heure, la recherche full text. Donc je retrouve à peu près toutes les fonctionnalités, sauf les fonctionnalités qui ne sont pas vraiment encore adaptées à une interface de type smartphone, comme le montage vidéo en ligne, qu'on réserve aux ordinateurs.
Démonstration en ligne, voilà, donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site, vous avez une image qui s'affiche, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la démo en ligne, ou c'est autrement démo.m6media.com. Voilà. Alors, je passe la parole à Aurélie. Je sais pas si marche. C'est bon? Ok, bonjour. Alors, pourquoi on a recommandé et on a choisi la solution Opsis Media pour que Engie puisse gérer et diffuser ses vidéos? Donc, tout d'abord, on est une agence conseil spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de contenu pour les marques. On est missionné par Engie pour gérer et les conseiller dans leur gestion de tous leurs fonds audiovisuels, que ce soit photos et vidéos. Et donc notre agence accompagne nos clients sur les métiers éditorial, événementiel, audiovisuel et digital, et principalement sur 2 expertises en ingénierie documentaire. Alors je vais passer. Voilà. Donc principalement cette expertise de conseil en ingénierie documentaire qui consiste au conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va de l'audit de l'existant sur les contenus, les outils et les méthodes, de la rédaction de cahiers des charges et l'analyse de besoins, jusqu'à la recommandation de solutions documentaires et la mise en œuvre de ces solutions avec la définition de process de travail et un accompagnement de tous les utilisateurs. Nous sommes aussi en expertise sur la gestion de contenu, de communication, toute la phase d'intégration des médias, l'analyse documentaire, le traitement et l'analyse juridique, la mise à jour de ces contenus, l'administration des bases et bien sûr l'aide à la recherche, l'accompagnement dans la navigation. Sur ces 2 expertises, nos ressources, c'est une directrice conseil, des chefs de projet et des documentalistes audiovisuels. Et c'est donc sur l'ensemble de ces expertises que nous intervenons pour Engie. Donc Engie, c'est le groupe énergéticien. Alors pour l'historique, c'est anciennement GDF Suez, qui est issu en 2008 de la fusion de Gaz de France et de la société Suez. Et ses activités principalement sont sur 3 métiers qui sont le gaz naturel, l'électricité et les services à l'énergie. Je vais parler principalement de l'année 2007 parce que c'est l'année importante, l'année charnière en matière de gestion de vidéos. GDF Suez, à l'époque Gaz de France, avait décidé de centraliser toute sa communication à partir de vidéos. Donc il y a eu un travail assez important de numérisation de tous les films diffusables de ces 3 dernières années. Un travail de numérisation. On a accompagné le groupe pour qu'ils puissent diffuser leurs films. Il y a eu une production forcément qui a été exponentielle les 3 dernières années en matière de fabrication de films. Par exemple, on est passé en 2005 d'une centaine de vidéos à un peu plus de 650 vidéos en 2007. Donc il fallait à la fois héberger tout l'ensemble de ces films et aussi de pouvoir les diffuser. Alors à partir de 2007, il y a eu beaucoup de démarches de communication et les vidéos étaient diffusées dans divers formats. On a atteint jusqu'à une quinzaine de formats différents. Par exemple, le but c'était de diffuser les vidéos à travers des magazines interactifs, à travers des web TV et lors de conférences ou de salons. Donc il y avait 3 besoins essentiels pour Engie et ils voulaient trouver une solution qui puisse leur permettre d'héberger l'ensemble de ces vidéos. Toutes ces vidéos étaient numérisées ou produite dans un format de haute qualité qui était le format QuickTime, sans compression. Donc chaque film faisait à peu près entre 2, 3, 4 gigas. Donc on avait plusieurs téraoctets de données à héberger sur une plateforme. Il fallait que cette plateforme aussi puisse encoder automatiquement cette quinzaine d'encodages. Donc automatiquement, c'est-à-dire qu'on intègre la vidéo sur la plateforme et tous les encodages se font dans la foulée assez rapidement. Et enfin, le 3e besoin, c'était de transférer ces encodages vers leur serveur de streaming. Donc nous avons recommandé et choisi l'outil, la solution Opsis Media qui répondait à ces 3 besoins.
Voilà, donc on verra l'historique maintenant sur ces 10 dernières années, l'utilisation de l'outil. Alors juste la production actuelle, effectivement, ce sont des films institutionnels, des événements, des formations, tout ce qui est vidéo de captation de conférences, d'animation. Et un point très important par rapport au logiciel Opsis Media, c'est aussi la gestion des rushs. Actuellement, c'est c'est 12 500 vidéos en ligne, dont 11 600 films et 900 rushs. David. Pour l'historique. Oui, voilà. Donc on va voir un petit peu l'historique. Ce qui est intéressant aussi avec le cas Engie, c'est que Engie était quand même assez précurseur en termes d'utilisation de la vidéo, puisque déjà en 2007, il y avait une explosion de l'utilisation de la vidéo. Et à ce titre, on va voir dans l'historique que on est passé par un peu toutes les phases que rencontrent nos autres clients entreprises aujourd'hui. On va voir les problèmes du passage à la HD, des rushs, et donc très rapidement. Le début 2007, c'est ce que vient de présenter Aurélie. Le principe, c'est d'arriver à héberger. Alors à l'époque, c'est assez modeste, 1,5 téraoctets. Enfin, ça paraissait beaucoup à l'époque, mais on va voir que maintenant, on est à 37 quand même. Donc, sauvegarder, c'est 1,5 téraoctets. Les formats, c'était que des formats en définition standard, mais non compressés ou très légèrement compressés. Et puis, il y avait une volonté de sécurité et de fiabilité du service. Donc, il y a eu une demande dès le départ d'être sur une architecture dédiée, alors que la majorité de nos clients sont sur une offre mutualisée de type cloud. Là, il y avait une volonté, pour des raisons de sécurité, de fiabilité, aussi de temps de réponse, d'avoir une plateforme dédiée, être sûr, quand on envoie une vidéo, d'avoir le format qu'on veut dans la demi-heure et ne pas avoir à attendre 2 heures parce que c'est mutualisé et qu'il y a des gens qui sont passés avant, ce qui est malheureusement le problème des offres mutualisées. Et puis un support 24/7, ce qui est une chose assez importante aussi, d'être capable de fournir un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc à l'époque, on importait les vidéos, on les transcodait dans 15 formats et on les poussait vers Akamai avec un stockage de 1,5 Tera. Et puis, donc ça, c'était fin 2007. Très rapidement, le service a été mis en œuvre au début 2008, mais uniquement pour McCann. Et fin 2008, on était déjà passé de 1,5 à 4 Tera. Donc on voit là, évidemment, accroissement. Qui dit 4 Tera dit problème de sauvegarde. On ne peut plus sauvegarder sur des disques durs. Donc très rapidement, début 2009, on est passé à l'archivage sur bande. Donc l'archivage sur bande avec 2 copies, une copie chez McCann ou chez Engie ou chez le prestataire d'archivage d'Engie d'ailleurs, et une copie chez nous dans un coffre-fort, puisque le principal danger pour les bandes c'est le feu, donc il faut que ça soit à 2 endroits différents. Donc fin 2009, on est passé à 7 Tera, donc voilà, en 2 ans on est déjà passé de 1,5 à 7 Tera, tout simplement parce que la production est arrivée. En 2010, à l'époque, McCann gérait la photothèque avec Gesco, la photothèque d'Engie, et la vidéothèque avec Opsis Media, et la production documentaire était dans Gesco. Donc en 2010, on a rapatrié toute la production documentaire vidéo dans Opsis Media, de façon à avoir 2 systèmes indépendants. Fin 2010, alors là c'est le cas, l'explosion, c'est le passage à la HD. C'est qu'on parlait tout à l'heure de vidéos qui faisaient 2-3 gigas. Là on va se retrouver avec des vidéos qui peuvent faire 20, 30, voire plus gigas. Donc ça commence à devenir énorme. Donc au début avec quelques formats et puis assez rapidement on a dit qu'on prenait tous les formats HD. Et donc là évidemment le volume a beaucoup augmenté. Et on a aussi ouvert le back-office du Video Center au pôle audiovisuel de GDF Suez, qui était GDF Suez à l'époque, oui, pour que les communicants puissent accéder directement à la vidéothèque. Alors là, déjà, je m'arrête juste un petit peu là-dessus. C'est aussi un parcours qu'on retrouve chez beaucoup de clients, avec une première mise en place pour le ou la responsable de la vidéothèque ou des médiathèques, puis une ouverture aux communicants, puis finalement une ouverture à l'ensemble du personnel. C'est une procédure assez classique de diffusion par cercle, comme ça, concentrique, des médias. Et puis, la mise en place d'une fonction d'upload pour les agences de production vidéo. Le passage à la HD a
fondamentalement modifier les workflows d'alimentation en vidéo des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des fichiers de 20-30 gigas que les entreprises ne savent pas gérer. Donc la plupart du temps, ce qu'on va rencontrer, c'est que la société de production qui fait le film et qui le monte va charger le film directement sur nos serveurs. Et finalement, le client final, lui, va voir un format de visionnage et va pouvoir dire « Oui, je voudrais tel format pour le projeter à la conférence des actionnaires, je voudrais tel autre format. » Mais finalement, ne va jamais toucher au master directement parce que de toute façon, le master, s'il lui était livré, il serait livré sur un disque Mac qu'il n'arriverait même pas à lire parce qu'il n'a pas un Mac. Donc, c'est pas la peine. Et s'il arrivait à le lire en magouillant, de toute façon, il n'a pas QuickTime, il n'arrivera pas à lire le fichier. Donc, voilà, ça règle le problème. Donc, en fait, on a un workflow généralement où les producteurs vont télécharger le fichier directement chez nous. On va le transcoder, comme ça il devient consultable, indexable. On va bien sûr l'archiver sur bande et fournir une bande au client, donc il y a la sécurité, mais il n'y a plus l'ennui de différents formats, des formats disque dur, un disque dur Firewire, qu'est-ce que je vais en faire, et ainsi de suite. Donc c'est de nouveau pour upload, avec une problématique toute simple, c'est qu'on passe à la dématérialisation, et quand on transfère des fichiers qui font plusieurs dizaines de gigaoctets, c'est pas toujours simple. Donc là, les technologies évoluent. À cette époque-là, on était en technologie Java. On verra que petit à petit, on a évolué vers des technologies plus standards parce que Java est de moins en moins supporté. Mais c'est une des problématiques, c'est comment uploader un film de 30 gigas sur Internet. Voilà l'extension progressive 2011, accès à l'ensemble de la DIRCOM d'Engie. Extension à 25 Tera, on est passé à la HD, donc voilà, il faut évidemment plus de stockage. Ajout des rushs, alors ça c'est une problématique qui arrive généralement au bout de 2-3 ans chez nos clients. On a mis les films montés, on est très content, et puis on se dit oui, mais j'ai une armoire de disques durs avec des rushs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les jette? Mais bon, jeter l'interview du président, c'est un peu risqué, même s'il y a peu de chances qu'on la réutilise, mais ça fait toujours un pincement au cœur quand même. Donc, aller payer un stockage en ligne pour ces terras de rush qu'on ne va probablement jamais utiliser, c'est un peu ridicule. Et donc, la solution qui a été prise par Engie et qui est souvent très adaptée à ce genre de situation, c'est de dire les rushs, on les stocke offline. C'est-à-dire qu'on va les importer dans la vidéothèque, ils apparaissent dans la vidéothèque au niveau documentaire, ils peuvent apparaître au niveau format de visionnage aussi. Ce n'est pas le cas pour Engie, mais c'est le cas par exemple pour le CNES, où on génère un format de visionnage. Et une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde évidemment les rushs à l'identique, c'est très important, sur des bandes, et on les efface du stockage en ligne. Donc le client n'a pas à payer pour le stockage de ces rushs qui sont très volumineux. Par contre, il peut les consulter en ligne, les commander, et s'il y a une commande, ces rushs étant conservés dans notre coffre-fort, sous 24 heures, on restaure la bande, on fait une copie sur disque dur et on livre le disque dur. Voilà. Donc ça permet de garder les rushs accessibles tout en ne stockant pas des terras et des terras de rushs qui risquent de ne jamais être utilisés en ligne, sachant que le stockage en ligne coûte évidemment toujours quand même de l'argent. Voilà. Je disais à l'identique, c'est capital parce que l'un des problèmes des rushs, c'est qu'on parle de rush, ça peut être des caméras, ce qui sort d'une caméra, ça peut être aussi un dossier de montage, un dossier à vide, par exemple, un dossier Final Cut. Si vous ne le livrez pas exactement identique à ce qu'on vous a donné, ça ne marche pas. Dans un projet à vide, il y a les noms des fichiers. Si vous enlevez les accents des noms des fichiers, ça a été fait sur Mac et les fichiers sont accentués. Si vous enlevez les accents, votre projet à vide, il ne marche plus. Donc il faut livrer exactement à l'identique le dossier qu'on vous a confié. C'est assez important. Ça aussi, c'est un truc assez classique, la numérisation des films d'archives. Souvent, chez nos clients, on va commencer par la production. La priorité, c'est la communication, c'est ce qu'on produit, c'est l'actualité. Et puis, au bout de quelques années, on arrive à avoir un budget, après un dur combat, on arrive à avoir un budget pour numériser les archives. Souvent, c'est parce qu'on fête les 25, 50 ou 100 ans de l'entreprise, et quand on vous dit, la DIRCOM dit, ouais, il faudrait qu'on fasse un film à base d'archives, oui, c'est gentil, mais on les a pas, les archives, il faut les numériser. Donc, c'est souvent, là, actuellement, le groupe Colas, par exemple, l'année dernière, ils ont fait la numérisation des vidéos, cette année, la numérisation des films, alors que la vidéothèque est en place déjà depuis 5 ans, mais c'est petit à petit qu'on restaure les archives pour arriver, parce qu'en fait, quand la DIRCOM voit un intérêt à restaurer les archives. Extension à 37 Tera, classique. Et là, aujourd'hui, on est à 37 Tera. Donc, les technologies d'archivage, vous connaissez le problème, c'est que l'archivage numérique, c'est bien, mais c'est pas comme la pellicule film, c'est-à-dire qu'il faut faire des migrations. On stocke sur du LTO4 et puis 10 ans plus tard, on stocke sur du LTO5. En gros, il faut prévoir une migration de l'archive numérique
tous les 5 ans. Par contre, le bon côté de l'archive numérique, c'est que la recopie se fait exactement à l'identique. Donc on ne perd aucune information, mais il y a cet effort de migration. En 2014, on est passé, alors toujours le problème d'upload, par les téléchargements FTP. C'est toujours le même problème, 20 gigas, comment je le transfère? Donc, transfert FTP, très bien, ça veut dire que je peux déposer dans des dossiers mes fichiers. C'est un transfert relativement sécurisé. Inconvénient, c'est que mon fichier arrive sans aucune information. Je dépose un fichier sur un dossier d'import. On l'importe automatiquement, on crée une notice, mais les seules informations qu'on a, c'est les informations qui concernent le fichier. Sa durée, son nom, sa date, mais c'est à peu près tout. Sur les photos, on a les IPTC qu'on peut importer. Sur les vidéos, en théorie, il y a la même chose, mais personne n'a jamais utilisé. Donc, à l'arrivée, on n'a pas d'infos. Mais ça permet de transférer des très gros fichiers, de lancer, par exemple, le soir, la société de production peut lancer le chargement de 10 films et partir en se disant, ben voilà, demain matin, ils seront chargés. Mais sans métadonnées, sans contrôle. Donc en 2015, il y a eu le lancement de la Web TV, donc ça c'est important, très important, puisque c'est après avoir ouvert aux communicants, à la DIRCOM, là c'est maintenant diffuser les vidéos à l'ensemble du personnel, puisque c'est une Web TV qui est intégrée à l'intranet de l'entreprise, qui a été en plus décliné pour des filiales. Alors, on en parlera tout à l'heure. De façon à pouvoir répondre à cette demande, on a fait un partenariat avec Limelight Networks, qui est un CDN, c'est-à-dire un réseau mondial qui permet d'optimiser la diffusion de médias et surtout de ne pas s'écrouler si vous avez 10 000 personnes qui cliquent sur la même vidéo en même temps. La publication sur YouTube, le player externe, la possibilité pour les communicants d'Engie de mettre n'importe quelle vidéo sur un site, quel qu'il soit, grâce à un player exportable comme YouTube. Je recopie le lien, je le mets sur un player, voilà. Et le support du protocole HLS dont on va parler tout à l'heure, d'optimiser la consultation sur mobile, puisqu'aujourd'hui, on vient de passer le cap en France, plus de 50% des consultations de vidéos se font sur mobile. 2016, donc en cours, on refond l'interface du Video Center pour être sur le modèle du back-office que je vous ai montré tout à l'heure, puisque l'interface du Video Center a guère évolué depuis 2008, donc ça commence à faire un peu vieillot. Donc l'idée, c'est de reprendre une interface un peu plus moderne, avec la charte graphique d'Engie, bien sûr. Utiliser notre nouveau moteur de recherche Solar qui permet d'avoir les facettes qu'on a vues tout à l'heure. Très important, l'import web de fichiers sans limitation de taille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, via le navigateur, de transférer des fichiers de plusieurs dizaines de gigaoctets de façon fiable, tout simplement en les découpant, parce que c'était une limitation, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Ça veut dire qu'on va avoir les avantages du FTP. Je peux envoyer 10 fichiers de 20 gigas et partir. Et les avantages en même temps de l'import web, c'est-à-dire il y a des champs obligatoires, par exemple, on m'interdit d'importer un média tant que je n'ai pas mis quel était le producteur ou à qui j'avais acheté la musique, ce qui est très important pour les entreprises, évidemment. Alors, juste un petit rappel de l'architecture technique, on l'a vu, plateforme dédiée hébergé. J'irai même plus loin avec un sous-traitant d'Engie qui, tous les trimestres, fait un contrôle de sécurité et un contrôle d'attaque sur le serveur pour vérifier qu'on répond bien aux normes de sécurité de l'entreprise. Un support 24/7, les archives conservées sur bande, les files montés best-of en ligne. Best-of, c'est une problématique très courante chez les entreprises, c'est que entre le film monté et le rush offline, parce que le film monté on a online, le rush on a offline, beaucoup d'entreprises demandent et font souvent des bras de fer avec leurs sous-traitants, société de production, pour que lorsqu'on fait un film, la société de production vous fournisse un montage des meilleurs moments des rushs. En gros, ce qu'ils ont sélectionné pour faire leur projet de montage parmi les rushs, au lieu de le garder pour eux, en faire un montage cut, tout bête, et le fournir parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, retour au rush, on en a besoin peut-être une fois par an. Par contre, les best-of, ça peut être utile, c'est un intermédiaire entre les deux. Et donc le streaming Limelight Networks. Et ça reprend l'architecture, donc on l'a vu. Nous avons 2 centres d'hébergement, mais là, on est dans une offre dédiée. Donc, tout se trouve dans le même centre d'hébergement, avec un ensemble de serveurs, du serveur web, un serveur applicatif, un serveur de transcodage vidéo, parce qu'on a des demandes quand même de transcodage très importantes. Enfin, je donne toujours cet exemple-là. C'est le 8 mai, la journée de la femme, je ne sais plus, non. Ou le 8 mars. Voilà. Le coup du 7 mars à 19h30. Ah mince, il faut qu'on prépare une vidéo pour la journée de la femme pour le diffuser dans le hall d'accueil d'Engie. Hop, on balance 5 vidéos, il faut que ça soit transcodé immédiatement parce qu'il nous les faut pour demain matin à la première heure. Donc c'est pour ça qu'on a un serveur de transcodage dédié, du stockage et bien sûr l'archivage. Voilà.
Alors globalement, en fait, ce qu'il faut retenir de ces différentes étapes par rapport à la solution Psys Media et au Video Center, c'est qu'on est parti d'une plateforme qui hébergeait et qui encodait les films à un outil qui est devenu l'outil central dans la gestion et dans la diffusion des vidéos. En 2008, donc, on a amélioré au fur et à mesure tout le process que vous voyez à gauche, qui est donc l'intégration des vidéos par les producteurs, mais aussi par les administrateurs des Web TV qui sont autonomes dans l'intégration, l'upload via FTP ou via le site de leurs vidéos et avec le traitement et l'encodage automatisé. Alors maintenant, en 2007, il y avait 15 formats qui se font. Maintenant, il y en a un peu moins puisque les formats s'adaptent automatiquement. Mais ces formats se font suivant des profils. Les producteurs, quand ils vont intégrer une vidéo, suivant les profils qu'on leur a donnés, il va y avoir 1 ou 2 formats MP4 qui va être encodé. Un administrateur Web TV, il n'aura qu'un seul format. Donc le Video Center est parti là-dessus et il a fini en 2015 avec le projet Web TV et avec le streaming avec Limelight, d'être l'outil qui permet aussi de diffuser toutes les vidéos. Avant, en 2008, Engie utilisait différents outils pour garantir la diffusion. Maintenant, c'est la solution Opsis Media qui fait la chaîne de A à Z au niveau de la... Bon, c'est pas l'outil qui fait le montage des films, mais ça va de l'intégration jusqu'à la diffusion et jusqu'à même, par exemple, le transfert du fichier MP4 HD sur la chaîne YouTube d'Engie. Donc c'est un paramétrage qui est intégré dans le Video Center et qui permet, juste avec un champ, de transférer la vidéo HD, de transférer les données, de choisir automatiquement la playlist sur YouTube et de rapatrier dans le logiciel, par exemple, l'URL YouTube. Comme ça, les communicants, quand ils se connectent au Video Center, ils ont directement le lien. Et, ils savent si la vidéo est en public ou en non répertorié et ils peuvent communiquer le lien directement en interne. Pareil avec la notion de player intégré. Alors, player intégré, c'est des liens qui permettent en fait de diffuser la vidéo directement dans les pages de l'intranet du groupe Engie. Ces liens, bien sûr, sont gérés dans le Video Center, c'est-à-dire qu'à tout moment, le lien peut être archivé et donc la vidéo dans l'intranet ne sera plus lisible. Voilà par rapport à, à l'historique. Oui, ça c'est toi. C'est moi, d'accord. Par rapport à Limelight. Oui, voilà. C'est effectivement le chantier 2015 de la Web TV. Donc, Engie avait une Web TV avant qui passait par un autre prestataire. Et la complexité, c'était que donc, pour caricaturer, il fallait aller récupérer une vidéo dans le Video Center, la télécharger, puis la recharger chez ce prestataire pour le mettre sur la Web TV. Voilà, il y avait une perte de temps qui était assez impressionnante et on a optimisé ce temps. Donc l'idée, c'est Engie est revenu vers nous en nous demandant si on pouvait fournir ce service. Et donc à cette occasion, on a fait un partenariat avec Limelight Networks, avec un CDN, donc de façon à pouvoir répondre, parce qu'on stream bien 1500 heures par jour, mais il y a une différence entre streamer 1500 heures de vidéo par jour et être capable, à un instant donné, de streamer vers 10 000 clients la même vidéo. Tout simplement parce qu'aucun serveur au monde n'est capable de gérer ça. Quand vous avez 10 000 vidéos, ça vous fait déjà une bande passante énorme et un serveur ne peut pas répondre à ça. Et tout le monde utilise ce qu'on appelle des CDN, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 opérateurs, 3 ou 4 opérateurs américains qui ont fait un réseau mondial avec des serveurs partout dans le monde et qui sont capables de répartir la charge. Voilà, donc on a fait un partenariat avec Limelight Networks qui est un de ces CDN. L'idée était d'intégrer la Web TV dans l'intranet d'Engie qui s'appelle Horizon.
Donc voilà comment ça se présente aujourd'hui, ou en tout cas hier, puisque c'est voilà, comme dans tous les grands groupes, les outils de communication interne sont un petit peu en mouvance perpétuelle, mais ça se présente comme ça aujourd'hui. Donc avec les vidéos à la une, la possibilité, le nombre de visionnages, la possibilité de liker quand même un petit peu des réseaux sociaux internes. Et puis on le voit, et ça c'est très important chez Engie, c'est qu'il y a énormément de communication interne qui passe par la vidéo. C'est-à-dire que chaque fois que le président a quelque chose à dire, ça passe par une vidéo. Les résultats annuels, c'est commenté par la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on donne toujours l'exemple pour les pics de consultation. Hein, c'est les vœux du président. Si on n'a pas de chance, le lundi 4 janvier au matin, il y a 10 000 employés qui reçoivent un mail disant qu'il y a les vœux du président et qui cliquent sur visionner. Donc il faut savoir répondre à ça. Hein. Donc, il y a une déclinaison pour les filiales d'Engie. Le back-office, on l'a vu, c'est le Video Center. On a parlé du player exportable. Donc, le streaming via Limelight, ça va être une bande passante illimitée. Une diffusion mondiale optimisée aussi quand même, puisque c'est un groupe international, donc on a des Limelight a des serveurs aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, donc on peut assurer un streaming correct, quelle que soit la partie du monde. Et puis, ce qu'on a rajouté, c'est le support du protocole HLS. Donc là, vous avez un petit schéma explicatif. C'est un peu l'avenir, même si c'est pas HLS, ça s'appellera Dash, mais c'est pareil. C'est simplement, vous voyez les petites flèches. Le principe, c'est que quand vous regardez une vidéo dans la rue, quand vous êtes en 4G, on peut vous balancer un très haut débit, comme ici, et puis, ou en Wi-Fi, et puis vous rentrez dans le métro, là tout d'un coup, vous avez moins de bande passante, vous ne pouvez plus lire. Et pour pas que la vidéo saccade, le serveur va vous envoyer un débit un peu inférieur, et ainsi de suite. Donc, dans le cas d'Engie, par exemple, on encode les vidéos dans 4 débits différents, et quand vous consultez sur votre mobile, vous en rendez pas compte, mais en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, la qualité baisse, la qualité remonte, sans jamais couper la vidéo. C'est ça qui est fondamental. Hein, dans une vidéo, il ne faut pas que ça saccade. Quand ça saccade, les gens arrêtent, ils en ont marre, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à des conditions variables en adaptant le débit. Et ça, c'est vraiment, ça apporte énormément de confort dans la consultation. Très rapidement, le schéma Limelight, c'est quoi? C'est simplement que les vidéos, bien sûr, sont importées dans notre Video Center, qui est hébergé dans notre data center. La Web TV, elle est consultée par Engie directement à partir de nos serveurs. En revanche, quand une vidéo est consultée et jouée, elle va être jouée directement depuis le réseau de Limelight. Et Limelight agit comme un cache, c'est-à-dire soit la vidéo se trouve sur les serveurs de Limelight et c'est streamé directement depuis leur serveur, soit elle ne s'y trouve pas. Et à ce moment-là, la vidéo est aspirée depuis nos serveurs et rejouée directement au client. Le client ne voit pas la différence. Hein. Simplement, la vidéo est aspirée depuis chez nous pour alimenter le cache Limelight. Voilà. Donc c'est totalement transparent pour le client, avec une sécurisation très importante qui fait qu'il est impossible de réutiliser l'URL de visionnage, par exemple, parce que c'est un système de token, donc il y a une demande d'autorisation de visionnage, donc on a quand même une très grande sécurité au niveau du visionnage pour limiter les risques de piratage. Et les envois vers YouTube, dont on a parlé à l'instant. Alors les futurs développements par rapport au Video Center, en fait, c'est toute une phase de réflexion actuelle avec le groupe Engie, parce qu'ils sont en train de refondre éditorialement et techniquement leur intranet. Et on est en train de travailler sur des faisabilités techniques pour en fait utiliser la base de données du Video Center pour aller consulter directement tout le contenu directement dans l'intranet. Donc c'est en cours de réflexion, mais c'est l'équivalent d'un moteur de recherche vidéo, donc une recherche libre sur l'intranet et qui permettra d'appeler une mosaïque de vidéos où les informations et les encodages seront appelés directement sur le Video Center. Voilà, donc ça c'est l'engagement essentiel cette année. Il y a aussi 3 développements qui restent liés à l'outil de travail par rapport aux producteurs pour le Video Center. Donc, c'est des workflows de validation d'import et de téléchargement parce qu'on a toujours ce souci d'optimisation de temps pour que chaque communicant puisse récupérer les films sur le Video Center. Donc, c'est pour pouvoir en fait... Ils peuvent télécharger chaque encodage sur le Video Center, mais ils peuvent aussi récupérer des liens de téléchargement et les transférer à des salariés ou à d'autres personnes à l'externe pour qu'eux puissent télécharger les encodages sur Video Center sans avoir obligatoirement un accès sur le site.
Et enfin, le montage en ligne qui est dans la version 3 et que nous espérons aussi mettre en place et paramétrer pour Engie, car de plus en plus, le groupe Engie veut diffuser des vidéos, mais souhaite les utiliser avec des boucles. Donc ils ont 3-4 vidéos, ils font une réunion par exemple, ils ont 3-4 vidéos, ils aimeraient les enchaîner, mettre des slides de présentation entre pour qu'ils puissent faire leur présentation, chaque communicant. Et donc ce montage en ligne pourra se faire directement dans le Video Center. Ils vont techniquement, ils vont prendre chaque vidéo, pouvoir eux-mêmes mettre des cartons, les remplir, voire peut-être même intégrer des slides qu'ils auront préparés à l'avance, charter Engie, et pouvoir récupérer directement après le montage dans la qualité, dans l'encodage qu'ils souhaitent, MP4 ou un autre format suivant leurs besoins. Alors, maintenant, on parle de l'actualité de Opsomail, il faut finir. Donc, aujourd'hui, sur le salon de documentation, la principale annonce qu'on fait, c'est le partenariat avec une société française qui s'appelle Autot, qui est spécialisée dans la transcription audio, c'est-à-dire ce qu'on appelle le speech to text. Globalement, c'est analyser la bande-son d'une vidéo de façon à générer la transcription de la bande-son. Et ça, dans le domaine des directions de la communication, ça a une utilisation vraiment très importante qui est le sous-titrage. Ça a d'autres utilisations dans d'autres domaines, mais dans le domaine des entreprises, on a le problème de sous-titrage avec une double problématique, la problématique de l'accessibilité, donc sous-titrer en français des vidéos en français pour assurer l'accessibilité des médias, et bien sûr l'internationalisation, sous-titrer en anglais, sans avoir à payer le doublage complet. Et donc là, l'avantage de la société Autot par rapport à ses concurrents, c'est qu'elle offre un service clé en main, automatique avec correction humaine. Parce que le problème du speech to text automatique, c'est que c'est parfait pour indexer, mais c'est bon à 99%, mais si vous faites une grosse erreur sur le nom de votre président et que vous mettez ça dans les sous-titres de la vidéo, ça passe mal. Donc c'est bien d'avoir une correction humaine. Et puis quand on travaille, dans le cas de Colas par exemple, sur des granulats et autres revêtements, là souvent il y a des erreurs, donc il faut qu'il y ait une correction humaine. Donc Autot fournit ce service où automatiquement finalement depuis notre logiciel, on va demander le sous-titrage, la transcription, et on récupère les sous-titres avec déjà une correction humaine. Cela dit, ça ne suffit pas quand même, et donc on intègre dans notre logiciel aussi un module de correction des sous-titres qui va permettre aussi de faire leur traduction, puisque généralement nos clients ont leur traducteur officiel qui va pouvoir traduire directement dans le logiciel et même redécouper les sous-titres si le découpage français ne convient pas au découpage anglais, de façon à faire une répartition des sous-titres par rapport à la vidéo plus appropriée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on lance cette année. Ça fait des années qu'on tourne autour parce que la transcription automatique progresse petit à petit, mais bon, depuis les années 60, depuis la fin des années 60, on sait qu'on n'est pas encore à quelque chose de 100% utilisable, surtout pour les sous-titres. Donc là, on a une solution, enfin, un compromis qui permet d'avoir un workflow utilisable pour avoir des vidéos sous-titrées correctement. Et puis, l'actualité, c'est les festivals. Si vous êtes responsable de Vidéothèque, je vous invite à participer au festival de films institutionnels. Donc, on aura Film & Compagnie en premier à la Baule en mai, les Deauville Green Awards en juin et un nouveau festival Made in Corporate à Deauville aussi en septembre. Et donc dans tous ces festivals, nous fournissons les plateformes d'import des vidéos, de vote des jurys et surtout la vidéothèque pendant toute la durée du festival qui permet aux festivaliers de consulter les médias, sans parler des projections dans les salles d'ailleurs. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à passer nous voir sur notre stand si vous voulez une démonstration, parler de montage en ligne ou d'autres choses. On vous présentera ça avec grand plaisir. Voilà, merci. Merci.